Bonjour pour les étudiants pour cette séance. Donc, comme qui a été déjà mentionné hier, séance donc deuxième séance de cette semaine concernant donc l'histoire de la pensée économique pour les étudiants du 5e semestre. Donc, on s'est arrêté au niveau de toute l'intervention orale d'hier a été consacrée aux réactions socialistes. Donc, les deux types de réactions, le socialisme utopique et le socialisme scientifique. En tout cas, socialisme scientifique, c'est Marx qui se considère comme l'artisan de ce socialisme. C'est-à-dire qu'il a, au lieu de se contenter de dénoncer moralement l'injustice sociale et les problèmes sociaux donc, qui ont marqué ce contexte de révolution industrielle, pour lui, donc il a été très critique vis-à-vis des socialistes utopistes. En tout cas, c'est ça veut dire la même chose. Il n'y a pas un problème. Et pour lui, il se considère comme étant l'auteur qui a fait une analyse scientifique du fonctionnement du système capitaliste, donc c'est-à-dire qui est une analyse pour dévoiler les contradictions de ce système, pour dévoiler sa nature de fonctionnement, la nature de fonctionnement qui est basée, donc on a basé sur l'exploitation, et j'ai souligné comment cette théorie d'exploitation, comment à travers le mécanisme de production et de détournement de la plus-value. En arabe, fa'id al-qima, donc la plus-value, qualifiée de surtravail, un travail de plus, ou encore de travail impayé. Une grande partie qui n'a pas été impayée, qui a été empochée, extorquée, spoliée par le capitaliste, et normalement qui est produite par le prolétaire, par le travailleur, qui ne reçoit qu'une partie des heures travaillées. Donc la plus-value, c'est la différence entre les heures travaillées et les heures payées. Donc, je vais encore, il y a une formule que j'ai oubliée hier, c'est la formule comment, donc pour Marx, il y a un dédoublement de la valeur, la valeur en marchandises et en argent. Donc, pour Marx, le problème va se poser lorsqu'il y aura là une impossibilité de vente des produits, des marchandises, c'est-à-dire la phase de transformation des marchandises en argent, du fait de la sous-consommation, du fait des problèmes de la demande. J'ai déjà expliqué les salaires bas et tout ça, le chômage qui fait que le système capitaliste creuse sa propre tombe parce qu'il a ce souci de gonfler les profits, mais ça va se faire au détriment des salaires lorsque les capitalistes compriment les salaires à un niveau très bas, donc remplacent l'homme par la machine, donc la masse des salaires distribués est très faible, ce qui fait qu'il n'y a pas un retour sur le produit offert, ce qui fait qu'il est difficile de transformer une marchandise en argent. Donc pour Marx, les capitalistes ont l'argent, grand A, ils vont acheter des moyens de production. M, dans les moyens de production, il y a le capital constant et le capital variable. Il y a les machines, les matières premières, il y a aussi la force du travail qui est considérée comme marchandise. Donc A achète M, et dans le processus de production, on va produire des biens d'équipement, biens de consommation, M'. Et lors du processus, lors de la vente, lorsque ces marchandises produites M', donc seront destinées à la vente, ils seront transformés, donc ça va en argent A'. Et M' pour Marx, c'est ça. M' pour Marx, c'est ça la plus-value. M' est supérieur à M. Ce qui a été produit, la valeur
ce qui a été produit est supérieur à ce qui a été donc acheté, ce qui a été mobilisé comme moyen de production. M' est supérieur à M. Déjà, il y a une exploitation avant, donc il y a une valeur, une création de la valeur avant la vente des produits. Et donc, c'est ça la plus-value. M' moins M, c'est ça la plus-value. On peut faire aussi A' moins A. Ce qui a été donc gagné en termes d'argent, moins ce qui a été mobilisé pour acheter les moyens de production, c'est toujours donc A' aussi supérieur à A. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a cette impossibilité de vendre, cette impossibilité, cette surproduction et cette sous-consommation, les deux problèmes qui entraînent la crise et qui font une grande partie de la production trouve du mal à être écoulée. Donc c'est ça la crise de surproduction. L'offre est supérieure à la demande, qui s'explique donc par une suraccumulation du capital, mais aussi par une sous-consommation liée à la faiblesse des salaires et au chômage. C'est-à-dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, un problème de revenus, un problème de demande. J'insiste trop durant ce cours sur les deux grands systèmes qui ont été conçus au cours de l'histoire de l'humanité, les deux grands systèmes pour répondre aux besoins, parce qu'on a conçu deux types de systèmes pour organiser la société, une organisation économique et sociale. Le but, c'est quoi? C'est répondre aux besoins des populations. Donc, c'est vrai que le capitalisme précède le socialisme, et le capitalisme s'est imposé dans la réalité. C'est vrai, il sera conceptualisé par des théoriciens du libéralisme, mais le capitalisme, contrairement au socialisme, il s'est imposé. Donc, depuis le 15e, on peut parler d'un capitalisme commercial, depuis les mercantilistes. C'est vrai, mais un capitalisme industriel, un capitalisme où il y a donc des classes sociales bien nettes, il va voir le jour à partir du XVIIIe siècle dans le contexte de la révolution industrielle. Mais le socialisme date surtout du XVIIIe siècle, des auteurs du XVIIIe siècle. Donc, c'est à partir de ce contexte de la révolution industrielle que ce terme de socialisme, ce système, les idées de ce système vont donc se développer. Des fois, on considère certains philosophes comme des précurseurs du socialisme. J'ai déjà mentionné comment un économiste comme Sismondo Sismondi, qui a montré comment la concurrence, les salaires bridés, faibles, entraînent une sous-consommation, et il va demander à ce que l'État intervienne pour subventionner les salaires, augmenter les salaires de façon à rapprocher l'offre de la demande, à soutenir la demande. Donc, il fait partie, il est considéré comme le premier théoricien des crises, Sismondo Sismondi. Donc, lorsqu'il y avait le régime présidentiel, souvent je pose cette question des théoriciens des crises. Il y a Sismondi, il y a Malthus, il y a Keynes, il y a donc Marx, les théoriciens de crise. Donc, c'est toujours, donc il faut faire attention à certaines questions importantes, les crises, le rôle de l'État dans l'histoire de la pensée économique. Donc, le rôle de l'État, c'est très important. Donc, voilà d'autres auteurs, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, c'est un philosophe, l'auteur du contrat social, mais il est considéré comme un précurseur du socialisme. Donc, pourquoi? Parce qu'il a traité de la question de la propriété. Et pour lui, donc, la propriété privée, c'est pas comme Proudhon, c'est du vol, mais comment pour lui, c'est pas comme John Locke et certains libéraux qui considèrent le fait de posséder la propriété privée comme antérieure à l'action politique. C'est-à-dire que l'homme dit qu'il est là sur Terre, il avait ce besoin de posséder.
d'avoir une propriété. Et donc, pour Jean-Luc et d'autres libéraux, donc, la propriété privée est antérieure à l'action politique, et ça veut dire qu'il existait déjà depuis que l'homme il est là, depuis que l'homme il est sur Terre, c'est-à-dire qu'il a ce besoin de posséder, d'avoir une propriété. Par contre, Jean-Jacques Rousseau, pour lui, non, la propriété privée, elle est datée historiquement, c'est une spoliation de groupes d'individus qui vont donc déposséder d'autres pour donc leur prendre leurs terres et pour leur prendre par la force, par plusieurs moyens. Donc, des individus qui sont puissants vont donc exproprier d'autres. C'est ça, donc c'est pourquoi la question, ce qui fait la différence entre le capitalisme et le socialisme, c'est cette question de propriété. Donc pour le socialisme, c'est la propriété collective des moyens de production, propriété sociale. Par contre, le capitalisme, c'est donc parmi les idées, parmi les piliers, parmi les caractéristiques, c'est la propriété privée, le droit de posséder donc des biens. Il y a l'initiative privée des agents, la liberté d'investir, la liberté de consommer, d'épargner. Donc c'est ça. Et pour le socialisme, c'est la planification impérative. Tout se décide dans le cadre d'un plan. Un plan qui s'impose de façon verticale, un plan dans le cadre d'un plan donc pour organiser l'économie en matière d'investissement, en matière de planification, de consommation. Donc, il n'y a pas de propriété privée. Tout appartient à la collectivité. Même l'État pour Marx, le système communiste, c'est vrai que l'État existe toujours dans le système socialiste, un État ouvrier qui remplace l'État bourgeois, mais le stade ultime du communisme, il y aura un dépérissement de l'État, c'est-à-dire l'État va disparaître parce que donc il y aura une société sans classe sociale et une société sans État. Parce que l'État, pour Marx, l'État selon Marx n'est qu'un instrument entre les mains des classes possédantes, des classes dominantes. C'est un instrument, un comité de gestion des affaires de la classe bourgeoise. C'est ça l'État chez Marx. C'est pourquoi pour lui, l'État sert toujours les intérêts de la classe qui domine économiquement. Et d'ailleurs, il a oublié Marx parce que pour lui, l'État, c'est un appareil oppressif, répressif, et il y aura au service d'une autre classe économique qui domine. Mais dans certains pays, on a les deux. Les pays du tiers-monde, les pays africains, les pays du monde arabe, l'État est entre les mains, donc sert les intérêts des puissants politiquement et économiquement. On a une imbrication, une confusion totale entre les sphères économiques et les sphères politiques. C'est-à-dire donc ceux qui ont le pouvoir politique, ils sont aussi dominants économiquement, ils s'impliquent dans les investissements à caractère rentier. Je ne vais pas revenir chaque fois, je reviens sur cette question, donc il ne faut pas la peine d'encore détailler ces questions. Lorsque j'ai évoqué la baisse tendancielle du taux de profit, je dois quand même mentionner une chose, c'est que donc pour Marx, il arrive un moment où le taux de profit va baisser. J'ai déjà expliqué comment donc le taux de plus-value sur donc la composition organique du capital plus 1, comment donc le numérateur a tendance à stagner ou à baisser, avec un dénominateur qui a tendance à augmenter parce que C augmente par rapport à V. Donc pour lui, parce que les capitalistes ont tendance à se concentrer, ont tendance à se concentrer, ont tendance donc à donner une grande importance aux
aux machines, à C, au capital constant, qui va remplacer le capital variable, V, qui est donc le fait d'embaucher, donc c'est la somme des salaires versés aux travailleurs, ce qui fait que le taux de profit va baisser. On aura donc des crises de surproduction, et ces crises de surproduction répétitives vont finir par ruiner le système capitaliste. Donc le taux de profit va baisser. Donc, mais Marx, d'autres vont expliquer, qui vont s'inspirer de Marx, comme Lénine et Rosa Luxembourg. Ce sont des marxistes qui vont montrer comment, lorsque le taux de profit baisse, les capitalistes vont chercher à sauver le taux de profit, à donc aller durabiliser l'exploitation en annexant d'autres formations économiques et sociales pré-capitalistes à la logique capitaliste, c'est-à-dire le capitalisme va s'internationaliser. Donc, à travers les exportations, à travers la mobilité des capitaux, comme les multinationales, donc l'internationalisation du capital pour sauver le profit et éviter qu'il ne baisse, qu'il n'ait cette tendance à baisser. C'est ça, c'est le stade impérialiste. Lénine a un ouvrage, l'impérialisme, stade ultime du capitalisme. C'est ça, c'est-à-dire l'internationalisation du capital, l'internationalisation, le capitalisme allait s'internationaliser à travers les exportations, trouver de nouveaux débouchés. C'est ça, Rosa Luxembourg, une icône, une théoricienne allemande, donc qui a été assassinée, qui était un marxiste, donc qui dérange par ses écrits, et donc il a montré donc comment donc le capitalisme cherche toujours des débouchés pour donc pérenniser l'exploitation et sauver le profit. Concernant donc les néoclassiques, la théorie néoclassique, c'est ça, il ne faut pas faire la confusion entre néoclassique et les classiques. Certains, les étudiants, je ne sais pas, des étudiants, même d'autres qui s'intéressent aux théories économiques, peuvent donc tomber dans cette confusion et considérer les néoclassiques comme des nouveaux classiques. Non. Néoclassique, ce terme qui a été utilisé pour la première fois par le sociologue et l'économiste américain Thorstein Veblen, celui qui est célèbre par la consommation, le concept de consommation ostentatoire. C'est vrai qu'il y a des aspects de rupture, des éléments de rupture, et des éléments de continuité. On va les voir. D'abord, les néoclassiques, ce courant a vu le jour vers 1870. Vers 1870, donc un nouveau courant, un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. Un paradigme, je l'ai déjà expliqué. C'est un paradigme, c'est un ensemble de croyances, de concepts, de méthodes, d'analyse qui sont partagés par une communauté de chercheurs. C'est-à-dire qu'une communauté de chercheurs, lorsqu'elle partage les mêmes concepts, la même méthodologie, les mêmes objectifs, les mêmes outils d'analyse, le même jargon économique, ils travaillent dans un même paradigme, le paradigme marxiste. Lorsque quelqu'un fait recours à des concepts comme matérialisme historique, comme la plus-value, comme l'exploitation, ça veut dire qu'il fait partie du paradigme marxiste. Lorsqu'il y a le paradigme libéral qui est caractérisé par le rôle de l'État qui est très réduit, par l'analyse en termes d'agents, en termes de microéconomie, en termes d'utilité. On est donc dans l'individualisme méthodologique. C'est un paradigme libéral.
Et le néoclassique, le courant néoclassique, c'est un nouveau paradigme parce qu'il va révolutionner la science économique. Il va révolutionner la science économique parce que pour la première fois dans l'histoire de la pensée économique, des auteurs, les premiers c'était donc trois écoles fondatrices les premières écoles, c'est l'école de Vienne, l'école autrichienne, avec Karl Menger, ça s'écrit avec G comme golf, Menger, ou bien Menger, mais ça se prononce Menger, Karl Menger de l'école autrichienne, Léon Walras, avec W Walras, de l'école donc de Lausanne, Suisse, et William Stanley Jevons de l'école de Cambridge en Angleterre. Donc voilà les premiers fondateurs. Ensuite, il y aura d'autres néoclassiques, les disciples comme Alfred Marshall, qui est donc connu par les questions d'externalité, les externalités positives, les externalités négatives, les effets externes. Par exemple, lorsqu'une entreprise pollue, donc il y a des externalités négatives. Et donc, lorsque les externalités positives, lorsque par exemple, l'université, lorsqu'elle forme ses étudiants, les étudiants vont servir les entreprises. Donc, ce qu'on a formé, ils vont donc fournir des externalités positives à l'environnement. C'est ça. Alfred Marshall, von Bauer, Vilfredo l'Italien, Vilfredo Pareto et d'autres. Et d'autres ensuite, parce que l'école néoclassique, les néoclassiques, c'est même la période contemporaine. Il y aura des auteurs qui continuent de développer les idées de cette école. Milton Friedman, Friedrich Hayek, l'école des choix publics. Et donc, il y aura c'est un paradigme qui va dominer la science économique jusqu'à ce jour, même si Keynes, lorsqu'il y aura la crise de 1929, va dominer le rouage et le paysage théorique durant la période des 30 glorieuses, mais quand même, les néoclassiques, Keynes va dominer surtout sur le plan de l'action et de l'action va dominer en matière que sa théorie va donc être opérationnelle à travers les politiques économiques déployées au niveau des pays développés, durant cette période des 30 glorieuses, parce que l'État va intervenir par le biais de ses instruments en matière monétaire et budgétaire pour faire la politique de relance, pour faire subventionner pour le côté budgétaire, les grands travaux, l'État investisseur, sur le plan monétaire, la baisse des taux d'intérêt, la création monétaire, augmenter le pouvoir d'achat. Donc l'État, durant la période des 30 glorieuses, les États dans le monde, dans les pays développés, les États vont donc avoir un rôle important. D'ailleurs, les trois fonctions de Musgrave, il est donc l'auteur qui a donc montré comment l'État a trois fonctions: la fonction d'allocation des ressources, production des biens et services, la fonction de régulation de l'économie, et de stabilisation de la conjoncture, et la troisième fonction, la fonction de redistribution des richesses, la côté répartition. Donc, durant la période des 30 glorieuses, les trois fonctions de Musgrave ont pleinement joué. Ce n'est qu'après la crise de 1973 que ces fonctions de Musgrave, notamment les deux fonctions régulation et redistribution, vont quand même vont s'essouffler, vont donc vraiment, les États vont être contraints de réviser leurs ambitions en matière d'interventionnisme économique et social.
cette période, il est qualifié de l'État-providence, parce que on a mis en place des systèmes de protection sociale, contrairement à la période d'avant la crise de 1929, depuis Adam Smith jusqu'à 1929, la période de la civilisation du marché, c'est une période de l'État gendarme. Voilà, la période de l'État gendarme, la période de l'État-providence. Donc, le paradigme néoclassique, pourquoi un nouveau paradigme? D'abord, parce que donc, les néoclassiques seront les premiers à adopter la méthode de l'individualisme méthodologique. C'est en économie que cette méthode de l'individu a été adoptée avant qu'il ne soit adopté par les sociologues et d'autres auteurs des sciences sociales. Donc, la méthode de l'individualisme méthodologique, je l'ai déjà expliqué chaque fois, donc, c'est-à-dire que pour expliquer la réalité sociale, les processus sociaux, la réalité économique, il faut partir des individus. C'est-à-dire qu'il faut commencer par analyser donc, le comportement, les choix des individus, et que tout ce qui est global n'est que le résultat de ces comportements individuels. Donc, c'est l'individu qui est le départ de la recherche et de l'analyse. C'est-à-dire que ce sont les comportements, les initiatives individuelles qui déterminent les phénomènes sociaux. C'est ça, contrairement à la méthode du holisme avec H méthodologique, que l'individu ne fait que subir les effets d'une atmosphère globale. C'est-à-dire que c'est la culture, c'est le système politique, c'est la religion, c'est des facteurs même non économiques et des facteurs économiques qui pèsent sur l'individu et qui façonnent et déterminent son comportement. Nouveau paradigme, parce que pour la première fois, il y aura un recours aux mathématiques, à la formalisation, à la modélisation. Donc, le recours aux mathématiques. Pourquoi le recours aux mathématiques, notamment par Léon Walras? Le recours aux mathématiques, parce que les néoclassiques voulaient faire de l'économie une véritable science, c'est-à-dire la science économique. Donc, ils préfèrent la notion de science économique par rapport à la notion d'économie politique, parce que l'économie politique, c'est-à-dire, c'est une notion qui considère que les phénomènes économiques ne peuvent pas être bien expliqués sans recourir aux apports de toutes les autres sciences sociales. C'est ça que le phénomène économique est un phénomène social qui s'influence par des paramètres donc divers, politiques, démographiques, religieux, historiques. Et voilà donc pourquoi il utilise les mathématiques, c'est pour donner plus de rigueur, plus de fiabilité. Donc, ils veulent que l'économie, la science économique ait cette ambition de rivaliser avec la chimie, avec la physique, avec les autres, la biologie, avec les autres sciences dures, exactes, pour livrer des résultats exacts, résultats achevés. C'est comme si on est dans des laboratoires, alors que c'est pas facile. Donc, ils seront très critiqués sur ce point par l'école historique allemande. L'école historique allemande va faire aussi l'objet de l'examen. Voilà, il faut, je peux pas, on n'a pas trop de séances pour détailler beaucoup de choses. L'école historique allemande, c'est très important. Il y a des auteurs allemands. Donc, cet auteur a vu le jour en même temps durant la période des néoclassiques, donc la fin du 19e, la seconde moitié du 19e siècle. Donc, cette école, je peux donner comme les plus célèbres, c'est Adolf Wagner. Moi, je soulève cet auteur dans le module Finances publiques en 4e semestre, parce que donc, il y a un ratio donc, sur donc, la loi de Wagner, dépenses publiques, ou bien dépenses publiques, impôts, prélèvement obligatoire sur PIB, sur la richesse nationale. C'est-à-dire pour lui, donc, plus la société se civilise, plus l'État devient dispendieux. C'est-à-dire que les civilisations, la modernisation, l'État, pour Wagner, le rôle de l'État va augmenter avec
avec les nouveaux besoins de la civilisation, de la modernisation, l'urbanisation, les investissements, les hôpitaux, les investissements publics, les investissements privés, c'est-à-dire que la part des dépenses publiques va augmenter dans la richesse nationale. Voilà, c'est ça la loi de Wagner. Schmoller aussi, il fait partie de l'école austro-allemande. Donc, il voulait l'intervention de l'État. D'ailleurs, il était des conseillers de Bismarck. Donc, Bismarck, l'homme d'État allemand, donc il était des conseillers de Bismarck. Avant l'Allemagne, on avait la Prusse. Donc, ils étaient des conseillers et surtout, il y avait de la part de ces auteurs et des hommes politiques de ce pays une méfiance vis-à-vis du marxisme. Ils voulaient contrer le marxisme, donc ils doivent donner une importance au social pour contrer la propagation, la progression du marxisme. Pour le contrer, donc ils doivent faire déjà la social-démocratie, le social. L'État doit s'impliquer par des législations sociales, protection sociale. Donc, on les appelle donc le socialisme de la chair. Chair, C-H-A-I-R-E. Le socialisme de la chair. Et donc, il y a d'autres. C'est à vous de faire des recherches. Vous allez taper école historique allemande ou bien aller chercher dans les bibliothèques des ouvrages sur l'histoire de la pensée économique, donc pour avoir des idées sur l'école historique allemande. Donc les néoclassiques seront critiqués pour Schmoller. Schmoller et les autres, ils vont montrer, ils vont s'attaquer, critiquer les néoclassiques comme étant des auteurs qui n'ont donné aucune importance aux institutions et à l'histoire, parce que l'école historique allemande, c'est une école qui donne une importance à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier les phénomènes historiques, économiques sans les situer historiquement. Il faut être au courant de leur trajectoire des phénomènes économiques, histoire. Donc, ils considèrent ils considèrent les néoclassiques comme étant à l'origine d'une analyse réelle qui ne tient pas compte de la réalité de l'histoire, des institutions, des composants de la société. C'est comme une schématisation, surtout à travers cet être rationnel. Ils ont imaginé un être rationnel, égoïste, doué de facultés en matière de maximisation de sa satisfaction, qu'il soit producteur, il va satisfaire son profit, sa rentabilité. En tant que consommateur, il cherche à satisfaire son utilité. Cet être rationnel, il est qualifié de l'homo economicus. C'est ça. Donc, ils seront critiqués sur est-ce que dans la réalité, on trouve cet être rationnel qui n'a pas d'état d'âme, qui comme une calculatrice qui peut faire des choix efficaces, rationnels, mais dans la réalité, est-ce qu'on est en face est-ce qu'on le trouve, cet être rationnel? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe vraiment? Ça veut dire qu'ils seront critiqués sur pas mal les néoclassiques, sur leur méthode d'analyse, sur leur finalité, sur leurs objectifs. Mais il faut dire que malgré les critiques, que ce paradigme néoclassique est depuis donc son apparition, il est le paradigme le plus dominant, aussi bien dans les articles que dans l'enseignement, dans les universités dans le monde. Il y avait un enseignement du marxisme, mais il passe mal. Il passe mal par donc la marchandisation du monde. Il passe mal donc par le fait donc que les nouveaux besoins
la compétitivité, les problèmes, la rareté des ressources, comment les gérer. Donc le côté opérationnel du marxisme, donc, pas facile, surtout avec l'exploitation de l'échec du communisme, de l'expérience soviétique. Donc cet échec, et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, cet échec, il est exploité aussi bien par des théoriciens que par ceux qui ont le pouvoir politique pour donc considérer comme un repoussoir, pour lui amputer toute crédibilité. Donc, ce qui fait que ce paradigme libéral, il a été dominant. Il va l'être davantage depuis la crise stagflationniste de 1973 jusqu'à 2008. C'est vrai, la crise vraiment du subprime a été vraiment un événement qui allait donc remettre en cause cette suprématie, cette domination de ce paradigme, et encore plus la crise sanitaire globale du Covid-19. Donc, il a été aussi là, il a montré comment cette croyance en les lois du marché et vouloir rendre tous les biens comme une marchandise, même la santé, l'éducation comme une marchandise, donc c'est une limite devant ce paradigme libéral. Et donc voilà les néoclassiques. Les points de continuité avec les classiques, c'est que en quoi les néoclassiques donc vont prolonger les travaux des classiques, vont continuer sur la même voie des classiques, la croyance, donc adopter la théorie quantitative de la monnaie, la neutralité de la monnaie, le libéralisme. Voilà, les deux théories sont considérées comme des théories libérales. Le libéralisme, c'est-à-dire le rôle réduit de l'État. D'ailleurs, les néoclassiques vont vraiment montrer que l'État n'est que la somme des individus qui décident d'agir collectivement. Il n'y a pas d'État. L'État, c'est le global. Mais le global vient, ce n'est que la somme des intérêts individuels. Mais quand même, il y a des néoclassiques qui vont justifier l'intervention de l'État lorsque le marché est défaillant. C'est-à-dire les défaillances du marché, ils vont justifier l'intervention de l'État. Donc, ils vont reconnaître, certains néoclassiques, que le marché peut être défaillant dans certains cas, lorsqu'il y a des externalités négatives. Par exemple, lorsque un agent, une entreprise pollue l'environnement, il faut que l'État intervienne pour internaliser ces effets externes. Pousser le pollueur à payer un impôt, il y a des manières, ou bien l'État va prendre en charge cette pollution. Les biens publics, la production des biens publics, donc pour certains néoclassiques, l'État doit produire certains biens publics, certains biens collectifs, les routes, les infrastructures, la sécurité, la défense nationale, la justice. Donc, c'est-à-dire que les biens que ne peuvent pas produire le secteur privé, c'est à l'État de les faire. D'autres types de défaillances de marché. Le monopole, l'État, lorsqu'il y a un monopole, la constitution d'un monopole, l'État doit intervenir pour casser ce monopole et favoriser la concurrence pure et parfaite. Le quatrième, une autre défaillance, c'est lorsqu'il y a une extrême pauvreté, c'est-à-dire des laissés pour compte. Lorsqu'il y a vraiment des cas, des personnes où le marché est incapable de solliciter leur travail, sont dans l'incapacité d'intégrer le marché du travail, et donc c'est à l'État de leur verser donc des revenus minimums, c'est-à-dire le côté de justice sociale. Mais les libéraux, des fois, ne partagent pas, des fois, d'autres libéraux ne veulent aucune intervention de la part de l'État, même dans le cas surtout le côté des biens publics, surtout le côté social, c'est-à-dire il y a certains libéraux qui ne veulent aucune intervention de la part de l'État concernant
ces externalités. Pour voilà les points de rupture entre les néoclassiques et les classiques, c'est la méthode, l'individualisme méthodologique. Chez les classiques, il y a encore ce raisonnement en termes de classe sociale, il y a encore une société. Donc, ils considèrent que la société, on a des propriétaires terriens à qui on verse des rentes, on a des capitalistes à qui on verse des profits, on a des travailleurs à qui on verse des salaires. Les néoclassiques, la société, ce n'est pas des classes sociales. La société n'est qu'un peuplement d'individus. En arabe, c'est jamou' afrad. Un peuplement d'individus qu'on peut partager entre offreurs et demandeurs. C'est des atomes. Et dans cette société atomistique, on peut partager les individus soit en tant que producteurs ou consommateurs. Donc, il n'y a pas d'institution, pas de relations fortes. Les relations, c'est des relations marchandes. Donc, il n'y a pas société atomistique des atomes en termes de producteurs et de consommateurs. Un peuplement d'individus. Ce n'est pas des citoyens, des individus, consommateurs ou producteurs. Vous voyez, la crise du Covid a montré que cette analyse est fausse. On a des citoyens qui doivent être bien éduqués pour recevoir certains, pour être au courant de leur environnement, des dangers, des dégâts, parce qu'ils ont des liens avec les autres, ils doivent porter le masque, ils doivent assurer cette distanciation sociale, donc ils doivent être des citoyens, voilà, ils ont des droits, des devoirs, c'est une société où l'autre compte. Non pas seulement comme producteur ou consommateur, mais comme citoyen. Donc, le rôle de l'État, le rôle social, le rôle de préservation de l'environnement. Donc, vouloir considérer la société comme un marché, c'est grave. L'autre point de rupture, donc on a la question de l'individualisme, la question donc de la composition de la société et donc et cette question de cet être donc l'homo economicus aussi c'est une invention en économie. C'est la première fois donc que ce courant va donc imaginer un être rationnel, la rationalité, un être rationnel doué de facultés de maximisation pour faire des choix efficaces et maximiser sa satisfaction, qu'il soit producteur ou consommateur. Donc voilà quelques éléments de rupture et des éléments de continuité entre les deux courants de néoclassique. Pour Keynes, le keynésianisme, Keynes, John Maynard Keynes, c'est un Britannique anglais qui est considéré comme l'économiste le plus important, l'économiste qui a marqué amplement l'histoire économique du XXe siècle. C'est vrai, par ses travaux, il va éclipser d'autres auteurs aussi importants, comme Veblen, comme surtout Joseph Alois Schumpeter, celui qui a donc pionnier en matière de travaux sur l'innovation et le rôle de l'entrepreneur, et sur donc l'histoire du capitalisme, et sur les cycles. Il va donc éclipser pas mal d'auteurs importants parce que ces travaux vraiment avaient une utilité, avaient un impact sur les politiques économiques des États. Keynes avait le jour, donc les travaux de Keynes donc, vont avoir de l'importance dans ce contexte de la crise de 1929.
cette crise de 1929, cette crise de 1929, crise économique mondiale, qui a été caractérisée par la chute des prix, par l'effondrement de la production, par un chômage massif. Et vraiment, cette crise de 1929 n'est que l'aboutissement d'une dépression économique, un cycle récessif qui commence déjà depuis 1913. Les historiens et les économistes considèrent que l'année de basculement vers un cycle de récession, ils retiennent 1913 parce que 1914 c'est le début de la Première Guerre mondiale qui va jusqu'en 1918. On aura la Deuxième Guerre mondiale, 1939, 1945, 44, 45. Donc cette période, je vais d'abord mentionner le contexte de 1913-1945, le contexte, voilà, c'est ma méthodologie, c'est ça. Vous auriez aussi à l'examen ces questions sur les faits, parce qu'il n'y a pas une matière sur les faits économiques. C'est le problème. Avant les années 80, avant la réforme LMD, il y avait une matière en deuxième année, l'histoire des faits économiques et sociaux. Et lorsqu'on va enseigner l'histoire de la pensée économique en troisième année, parce qu'à l'époque, c'était la licence en 4 années. Et lorsqu'on va enseigner l'histoire de la pensée économique, ça veut dire que l'étudiant est déjà au courant des faits. Mais aucun module ne traite des faits, c'est-à-dire ma tâche, elle est encore lourde de faire l'histoire de la pensée économique, mais je dois quand même rattacher les théories au contexte historique de chaque courant. Donc le keynésianisme, l'apport de Keynes, je dois expliquer le contexte de l'époque. Le contexte, les deux guerres mondiales et le problème, c'est ça, les problèmes de guerre, les problèmes de repli, de protectionnisme, de rivalité entre les nations, ont pesé sur le côté économique. Ont pesé sur le côté économique pour entraîner le monde dans cette crise de 1929. Donc, il y a des relations, donc des problèmes au niveau diplomatique, au niveau international. Donc, cette crise les deux guerres mondiales. Donc, cette période a été caractérisée aussi par des idéologies. Le nazisme, c'est-à-dire l'idéologie nazie d'Adolf Hitler, donc qui était une idéologie raciste, xénophobe, une idéologie donc qui cible des catégories comme les juifs, comme les tziganes, donc c'est une idéologie nationaliste, parce que le parti nazi c'est un parti nationaliste. Donc c'était une idéologie contre aussi bien le communisme que contre le capitalisme. Les deux sont renvoyés dans le même sac, c'est-à-dire que ils voulaient une idéologie, mettre en place donc un système nationaliste. C'est une idéologie donc qui contre le communisme et aussi même le capitalisme, c'est-à-dire donc et Hitler donc va vraiment être à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il va envahir pas mal de pays, surtout en Europe. Il va donc mettre en place des camps de concentration, surtout en Pologne, à Auschwitz, d'après les historiens, c'est pas moi, d'après certains historiens, donc des Juifs seront brûlés, déportés des pays européens vers les camps de concentration en Pologne et en Allemagne et dans d'autres pays pour donc les gazage et pour donc les mettre dans des crématoires, je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas négationniste, mais en tout cas, je n'affirme rien, c'est les historiens qui vont, d'après ce qu'on lit, c'est donc, on va brûler donc des juifs, des tziganes, et d'autres, des communistes. Donc, voilà,
il y a aussi donc Hitler qui allait être qui va mourir donc en 1945. Donc il y a aussi le fascisme en Italie avec Mussolini, donc qui était donc un allié de Hitler. L'Italie qui était donc du côté de l'Allemagne. Voilà, cette période a été vraiment difficile, a été difficile sur le plan des relations internationales, sur le plan diplomatique. Et d'ailleurs, Mussolini, il faisait partie avant du Parti socialiste, mais les socialistes, en 1914, donc il sera exclu parce qu'il va demander à ce que l'Italie donc participe à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Voilà le contexte de l'époque qu'il faut quand même maîtriser pour ce contexte du keynésianisme. Le keynésianisme, donc Keynes sera confronté à cette crise de 1929. Il aura deux défis, un défi théorique et un défi pratique. Défi théorique, c'est quoi? Défi théorique, c'est-à-dire que Keynes va montrer comment donc on est arrivé là. Il va donc Keynes, pour lui, la main invisible d'Adam Smith et la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say sont incapables d'expliquer cette réalité et que face à cette crise, c'est la loi des débouchés et la main invisible donc ont manqué de crédibilité. Leur crédibilité est affectée parce que, selon la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say et la main invisible, ça veut dire que le marché a cette capacité de s'autoréguler, a cette capacité de nous mener vers l'optimum, d'assurer l'équilibre du plein emploi. Mais cette crise, c'est une crise de surproduction, c'est une crise, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est incapable de s'autoréguler. Donc, contrairement à ce qui a été stipulé par les libéraux, qui estiment que jamais l'économie de marché ne rencontrera une crise de surproduction. Et Jean-Baptiste Say dit que les crises de surproduction sont impossibles. Donc, cette crise allait démentir les enseignements de Say, de Smith et des autres libéraux. Et donc, pour le défi théorique, donc pour Keynes, cette crise ne peut être dépassée qu'à travers une intervention de l'État. Donc, c'est le rôle de l'État, c'est-à-dire pour Keynes, l'économie de marché ne peut fonctionner normalement et assurer l'équilibre, ne peut assurer l'équilibre sans l'indispensable rôle du pouvoir public, de l'État. C'est-à-dire que le rôle de l'État est indispensable dans une économie de marché pour assurer l'équilibre de plein emploi. Le défi pratique, c'est le schéma opérationnel. C'est comment de la chose, c'est comment dépasser, comment donc surmonter la crise. C'est-à-dire, voilà, le défi théorique, le rôle de l'État doit intervenir, mais comment? Le schéma d'action. Donc, pour Keynes, l'État, pour lutter contre la crise et assurer l'équilibre de plein emploi, il doit manipuler les outils dont il dispose en matière monétaire et en matière budgétaire. C'est-à-dire que l'État doit intervenir par le biais des politiques économiques, mais des politiques économiques conjoncturelles, parce que pour Keynes, il va adopter le raisonnement conjoncturel. C'est lui qui a prononcé, qui a dit que dans le long terme, nous serons tous morts. Donc, il a un raisonnement de conjoncture, un raisonnement conjoncturel, un raisonnement de court terme.
Et donc, l'État doit manipuler, l'État doit recourir aux moyens monétaires et budgétaires pour dépasser la crise et puisque cette crise est une crise de surproduction, c'est-à-dire un problème de demande, donc l'objectif c'est quoi? C'est de rapprocher la demande de l'offre. Il faut qu'il y ait cette égalité, cet équilibre entre offre et demande. Et on a une partie de la demande qui manque. Donc, pour Keynes, il faut soutenir la demande globale. Cette partie qui manque, il faut la soutenir pour assurer l'équilibre. Comment? C'est par donc la demande globale, c'est la consommation, l'investissement. Donc, il faut mettre en place des politiques économiques de façon à augmenter l'investissement et augmenter la consommation. Donc, pour lui, donc, le budget de l'État et la manipulation de la monnaie donc, vont faire ce travail de soutien de la demande globale. Le budget, la politique budgétaire, c'est que l'État va être un investisseur. Il va donc favoriser la politique des grands travaux, les ponts, les routes, les infrastructures. Donc, c'est-à-dire que l'État va investir, l'État va être un investisseur, l'investissement public. Parce que lorsque l'État va faire la politique des grands travaux, va embaucher, il n'y aura pas de chômage, il va distribuer des salaires. Et ces salaires vont se répercuter sur les biens offerts, sur la production en termes de biens de consommation, mais aussi les entreprises vont aussi, à travers les subventions, à travers les crédits, la politique monétaire, puisque les taux d'intérêt, pour Keynes, il faut une baisse des taux d'intérêt pour donc favoriser les crédits et favoriser la consommation et l'investissement. Donc les entreprises vont aussi avoir des crédits, donc vont fonctionner, et il y aura une demande de leur côté en termes de biens d'équipement, biens de consommation, biens d'équipement, ce qui fait que, voilà, il y aura aussi en matière monétaire, pour Keynes, la hausse, il est favorable à l'augmentation de la masse monétaire, parce que pour Keynes, la monnaie, il a un rôle actif, contrairement au classique et au néoclassique, c'est-à-dire que pour Keynes, la monnaie n'est pas neutre. La monnaie, lorsqu'elle circule, c'est un pouvoir d'achat de plus. C'est pourquoi Keynes il va rendre hommage aux mercantilistes. Il a rendu hommage aux mercantilistes, bien que les mercantilistes ont fait cette confusion entre richesse et détention des métaux précieux. Il va leur rendre hommage comme quoi étant les premiers à saisir les bienfaits de la circulation monétaire. C'est-à-dire la monnaie qui circule, c'est un pouvoir d'achat qui augmente. Il va booster le pouvoir d'achat. Et Keynes voulait une circulation monétaire, même s'il sera critiqué plus tard comme étant à l'origine de l'inflation, surtout par Milton Friedman, mais pour lui, il y a un impératif d'assurer l'équilibre. Assurer l'équilibre. Donc voilà, c'est vrai qu'on considère l'augmentation de la masse monétaire comme étant à l'origine de la surchauffe, une surchauffe et à l'origine des effets inflationnistes, c'est-à-dire la monnaie qui circule, trop de revenus font augmenter le prix. Voilà donc voilà le soutien de la demande, comment le défi pratique, le défi opérationnel, le défi pratique de Keynes, donc à travers l'État qui va intervenir à travers les politiques économiques conjoncturelles, monétaires et budgétaires. Donc c'est une politique de relance parce qu'on a deux types de politiques économiques, politique de rigueur, d'austérité et une politique de relance. Politique de relance lorsque vous allez augmenter les revenus, accorder des subventions, donc baisser les taux d'intérêt. Donc c'est ça la politique de relance économique. Il a des avantages et il peut entraîner certains, il peut augmenter, il peut par exemple, on reproche à cette politique d'handicaper la compétitivité, parce que par exemple les prix vont devenir plus chers par rapport aux prix étrangers, donc il peut dégrader le commerce extérieur, mais quand même cette politique de relance a bien
joué durant la période des 30 glorieuses. La période des 30 glorieuses, c'est 1945-1973. 75, en tout cas, on dit que ce sont les 30 années de gloire en matière de croissance économique et en matière d'échange international. L'auteur qui a été à l'origine de cette expression, c'est le titre d'un ouvrage de l'économiste français Jean Fourastier, donc la période, donc les 30 glorieuses. La période où il y avait vraiment, il n'y avait pas de chômage. D'ailleurs, c'est la période où on a fait appel aux Marocains, travailleurs algériens, tunisiens, sénégalais, travailleurs même portugais, parce que le Portugal et l'Espagne n'étaient pas encore membres de l'Union européenne. Il y avait quand même de la pauvreté et du chômage dans ces pays. C'était des pays encore à caractère rural. Et on fait appel à des ressortissants étrangers pour venir travailler en Europe. L'Europe qui vraiment était dans une période où il n'y avait pas le chômage, une période de forte croissance économique, la période de croissance fordiste. Fordiste, c'est-à-dire une période en référence à Ford, c'est-à-dire une période où les salaires augmentent du fait du gain de productivité. Parce que Ford, il avait donc propriétaire d'usines d'automobiles, donc producteur d'automobiles, et qu'est-ce qu'il a fait pour pousser ses salariés à acheter ses propres voitures, il va leur accorder des salaires importants, augmenter leurs salaires, de façon à ce que les salaires se répercutent sur la production de l'automobile. Et ce qui fait, voilà, c'est ça les gains de productivité. Voilà, pour considérer le revenu, les salaires comme un revenu, non pas comme un coût. Et donc, ce qui a été fait par Ford sera généralisé à l'ensemble des secteurs économiques. C'est pourquoi on parle de production fordiste, de consommation fordiste. Et voilà, donc cette période, c'est vrai que cette période de croissance économique en Europe et dans pas mal de pays développés, même aux États-Unis, au Japon, tout ça, s'explique, c'est vrai, par l'interventionnisme accru de l'État, des États, qui se sont inspirés des idées keynésiennes, mais aussi il faut dire que aussi l'organisation en 1944, donc on allait créer donc pour organiser, donc on a pris conscience que le monde a été ruiné par les rivalités et qu'il faut en finir avec ces hostilités et que donc les économies ont été détruites et qu'il faut les reconstruire. Donc le plan Marshall, les États-Unis qui vont venir en aide à ses alliés en Europe. Il y a l'organisation monétaire et commerciale. D'abord, on a adopté la conférence de Bretton Woods en 1944. On a créé le SMI, le système monétaire international, qui a été caractérisé par 3 piliers, la convertibilité hors du dollar, la fixité des taux de change qui sont fixes, qui fluctuent de plus ou moins 1%, et la création de 2 institutions financières internationales, les jumelles de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est donc accorder des crédits, accorder des facilités de crédit à des pays membres qui sont donc confrontés à des balances de paiement déficitaires. Et la Banque mondiale, c'est surtout les financements. Au début, 1944, c'était pour les pays développés, qui sont dans le besoin, qui sont ruinés par les rivalités. Mais plus tard, depuis les années 60, la Banque mondiale va surtout se focaliser sur le financement des projets des pays en développement, en voie de développement. Va donc surtout se consacrer aux pays en voie de développement. Plus tard, les 2 institutions vont être chargés de d'autres missions, comme les années 80, ils vont superviser le programme d'ajustement structurel des pays qui étaient confrontés à la dette extérieure. Donc, la Banque mondiale va s'intéresser à la lutte contre la pauvreté, à l'environnement. Donc, il y a donc voilà le système monétaire international. En 1900, l'organisation commerciale aussi, puisqu'on va adopter le GATT. En 1946, on a voulu créer une organisation internationale du commerce, mais faute d'une ratification par les États-Unis, ne voulaient pas de cette OSC. On va adopter juste un volet. C'était donc le GATT, l'accord général sur le tarif douanier et le commerce. Mais qu'un volet
une charte, un volet de cet OIC. Donc, on ne va pas retourner l'OIC, mais on va quand même garder un aspect qui est le GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Et donc, voilà l'accord général sur le tarif douanier et le commerce, c'est l'abréviation d'une expression en anglais, mais c'est l'accord général sur le tarif douanier et le commerce. Le GATT, quelle est la mission du GATT? Le GATT, c'est donc, il va avoir pour objectif de favoriser le libre-échange mondial, c'est-à-dire supprimer les obstacles, les barrières au commerce international, les barrières douanières et les barrières non douanières, c'est-à-dire les barrières quantitatives. Abaisser donc les tarifs douaniers, puisqu'on est à moins de 5% aujourd'hui, alors qu'il était de 50%, les années 50 et 40. Les barrières quantitatives, c'est tout ce qui est donc les quotas, la pratique des quotas, le contingentement, les barrières sanitaires, les tracasseries administratives, le dumping commercial, il n'est pas toléré. Dumping, c'est quoi? Le dumping commercial, c'est la double pratique. C'est-à-dire que le même produit va être vendu à deux prix, un prix sur le marché intérieur et un prix sur le marché international. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le prix sur le marché international soit très faible pour être compétitif. Mais c'est l'État qui va fausser le jeu. C'est le même prix qui sera donc encaissé par le producteur, par le vendeur, sauf que c'est l'État qui lui verse la partie retranchée pour favoriser la compétitivité, pour rendre le produit moins cher à l'international. Et c'est pourquoi donc cette pratique rend certains pays plus compétitifs, comme la Chine, l'Europe en matière agricole, et l'Europe, plusieurs fois les États-Unis reprochent à l'Europe de subventionner les produits, surtout la viande bovine, donc les subventions par la PAC, la politique agricole commune, et donc ce qui fait qu'il y a pas mal de pays. On reproche à la Chine de faire le dumping social, le dumping environnemental, le dumping social, c'est-à-dire que la Chine est compétitive parce qu'il y a un problème au niveau des législations sociales. Le SMIC n'est pas respecté, les syndicats sont très faibles, ce qui fait donc les salaires très bas, ce qui fait qu'il a des coûts de production faibles et ce qui explique des prix donc des prix imbattables, des prix compétitifs. Le dumping environnemental, c'est lorsque donc on va confectionner des produits par des atteintes à l'environnement. On va donc, je ne sais pas, faire l'abattage des chiens pour faire des manteaux en fourrure, ou bien pour donc mauvaise qualité des produits, ou bien s'attaquer aux forêts, en matière donc de papier, en matière pour des produits donc à base de bois. Ce qui fait que la matière première et les coûts sont très faibles, les facteurs de production sont très faibles, cette faiblesse des facteurs de production explique la compétitivité de certains pays dans le monde par le dumping environnemental. Donc, voilà, donc, donc Keynes, donc, le keynésianisme, durant cette période des 30 glorieuses, a été le paradigme, a été la théorie la plus influente sur les politiques économiques des États. Parce qu'à l'époque, 45-73, les rôles de l'État dans le monde a été très important. Ce n'est qu'à partir de 1973, lorsque va éclater donc la crise stagflationniste, 1973, il y avait le premier choc pétrolier le baril de pétrole qui va être quadruplé, multiplié par 4, du fait de la guerre de Kippour entre Israël et certains pays arabes, l'Égypte, la Syrie et d'autres, qui vont donc cette crise pétrolière et aussi l'instabilité monétaire, puisque le système monétaire international de Bretton Woods, deux piliers de ce système vont disparaître. L'or, le dollar ne sera plus convertible en or du fait de la décision du président américain Richard Nixon. Et aussi en 1973, on allait abandonner la fixité des taux de change pour adopter les taux de change flottants. Instabilité monétaire, crise pétrolière, ce qui fait que le monde allait basculer dans une crise économique internationale. Donc, il y aura la stagflation en 1973, c'est-à-dire on aura la stagnation et l'inflation. C'est la première fois qu'on a deux problèmes en même temps, parce que la courbe de Phillips nous enseigne que jamais une économie
n'allait rencontrer deux problèmes en même temps. Si on a l'inflation, on n'aura pas la stagnation, on n'aura pas le chômage. Et si on a la stagnation, le chômage, on n'aura pas l'inflation. Donc c'est ça la courbe de Phillips. Mais la crise stagflationniste a montré qu'on est face de deux problèmes en même temps, de façon simultanée. Stagnation, qui est le chômage, et inflation. Voilà donc ce qui fait que cette crise allait permettre à certains auteurs de faire un retour en force. Milton Friedman et les libéraux vont donc exploiter cette crise pour dénoncer le keynésianisme et le rendre responsable de ce qui se passe. Ils vont demander le retour à un état minimal, un état très faible. Ils vont critiquer le keynésianisme sur le côté de l'inflation, c'est-à-dire la masse monétaire. Ils considèrent la création monétaire en dehors de stricts besoins comme étant à l'origine d'une spirale inflationniste. Ils vont considérer que le rôle régulateur, le rôle de l'État en matière d'investissement public fait en sorte que les besoins financiers obligent l'État d'aller les chercher par les impôts et par l'endettement, ce qui fait que le keynésianisme sera critiqué comme étant à l'origine de la hausse des impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. Arthur Laffer, c'est-à-dire ils vont considérer que lorsque les taux d'impôt augmentent, ils vont décourager les investisseurs qui vont donc soit cesser toute activité ou délocaliser dans d'autres pays. L'endettement public, l'effet d'éviction. Donc ceux qui vont critiquer le keynésianisme vont donc expliquer que l'endettement de l'État sur les marchés financiers va augmenter les taux d'intérêt et que ces taux d'intérêt vont dissuader le secteur privé qui serait dans l'incapacité de s'endetter à des taux d'intérêt élevés. Donc le secteur privé sera évincé. C'est ça l'effet d'éviction du circuit du marché financier. Donc depuis 1973, on est dans la domination du paradigme libéral. Et d'ailleurs, une domination du paradigme libéral, mais la réalité aussi, depuis les années 60, la réalité aussi oblige les États à revoir leurs interventions à la baisse. La multinationalisation, la montée des multinationales qui ont un poids en matière d'influence des politiques publiques des États. Il y a des sociétés internationales, multinationales, qui ont le poids d'influencer les politiques publiques dans les pays, dans le monde, pas seulement dans les pays en développement. Lorsqu'on voit comment une équipe, par exemple en France, le Paris Saint-Germain, a été vendu à un pays du Golfe, au Qatari, et d'autres, ça veut dire que même les pays développés ont un besoin de moyens financiers. Même les pays développés, pas seulement les pays en voie de développement, qui sont dans le besoin d'une attractivité des multinationales, d'un capital mondial, international, et qui vont offrir des paradis fiscaux, réviser la législation en matière du code du travail, en matière de fiscalité. Mais même les pays développés, ils ont un besoin, parce qu'ils ont besoin de financement, besoin d'attirer les capitaux étrangers pour lutter contre le chômage, pour viabiliser les territoires. Voilà, donc il y a des événements qui fragilisent le rôle de l'État. Le rôle de l'État qui doit réviser à la baisse ses législations, offrir des cadeaux fiscaux, donc non plus la marge, les États, dans un monde où il y a les interdépendances, où vous ne pouvez pas faire une politique économique en dehors de ce qui se fait par les autres. D'ailleurs, le cas français, Mitterrand, en 1900, lorsqu'il a un président socialiste qui voulait la rupture avec le capitalisme, mais en 1900, il va prendre le pouvoir en 81 sur la base d'un slogan « Changer la vie, les nationalisations » et tout ça. Mais en 1983, la crise en France qui oblige ce président socialiste à changer de Premier ministre, le Fabius à la place de Mauroy, et d'inculquer une dose du libéralisme dans la politique économique. C'est-à-dire parce que les autres pays vont dans le sens du libéralisme, Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis et les autres,
mais la France donc ne peut pas jouer cavalier seul, ne peut pas rester en dehors de ce qui se passe dans le monde parce qu'il risque de sa compétitivité, il risque donc d'être mal placé sur la scène de l'économie mondiale. Donc voilà des phénomènes qui fragilisent le rôle de l'État. Des phénomènes qui fragilisent le rôle de l'État. Je dois revenir à cette période pour terminer cette intervention. Je dois quand même souligner cette période de 1945 à 1900 jusqu'à aujourd'hui, parce que à 1945-73, la période des 30 glorieuses, c'est le keynésianisme qui a été le paradigme le plus influent, mais quand même cette période quand même a été caractérisée dans le monde aussi sur le plan, il y a des phénomènes politiques, des phénomènes internationaux qui ont vraiment pesé sur l'économie mondiale. La guerre froide entre les États-Unis et ses alliés, entre le bloc américain, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est autour du bloc soviétique et les pays de l'Europe de l'Est. Donc on avait deux grands blocs. Le bloc américain, les États-Unis et ses alliés, le bloc de l'Est avec les pays donc communistes, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques et les pays de l'Europe de l'Est. Il y avait cette guerre froide qui va donc influencer l'économie mondiale, parce que d'un côté, donc chaque bloc va essayer de rallier le monde à sa cause, attirer donc des pays à leur cause. Et chaque bloc va avoir son propre alliance. Par exemple, sur le plan militaire, on avait l'URSS avec les pays de l'Europe de l'Est vont donc se regrouper autour du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie qui a été conclu le 14 mai 1955 par Nikita Khrouchtchev, le président donc soviétique, Nikita Khrouchtchev. Donc ce pacte de Varsovie, la capitale polonaise, je sais que vous n'êtes pas au courant, même des capitales, c'est pas grave, il faut faire des efforts. La capitale, donc, pacte de Varsovie, qui a été donc une alliance militaire, mais qui est considérée, qui a été conclue dans ce but d'avoir donc une assistance mutuelle, une coopération, une amitié entre les différents pays qui composent cette alliance. Donc, c'est une alliance qui dépasse le côté militaire pour donc englober le côté économique, le côté culturel, voilà. Mais il a été adopté pour faire face comme un contrepoids face à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui a été adopté en avril 1949 par les États-Unis et les autres, ses alliés. Donc voilà. Je dois souligner que cette période, depuis 1945, a été caractérisée aussi par la décolonisation, par les processus de décolonisation, c'est-à-dire les pays qui étaient colonisés donc vont accéder à leur indépendance et ils vont constater des problèmes, c'est-à-dire que leur réalité ne correspond pas à la réalité des autres blocs, le bloc soviétique ou bien le bloc américain, c'est-à-dire cette nouvelle réalité qui caractérise des dizaines de pays qui étaient colonisés, ils sont caractérisés par des réalités, des désarticulations, des problèmes, des inégalités, des dépendances. En tout cas, leur réalité, elle est spécifique. Leurs problèmes sont spécifiques. Ce qui fait, c'est pourquoi Alfred Sauvy, en 1952, va forger un concept pour vraiment nommer et qualifier leur réalité. Il va donc forger le concept de tiers-monde. Un troisième monde, c'est-à-dire par rapport à deux mondes. Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, on a un troisième monde qui a des problèmes spécifiques. Et ces pays-là, donc c'est pourquoi on aura des théories qui vont tenter d'expliquer
leur réalité. Et pas seulement toujours. C'est vrai que les théories les plus majoritaires pour expliquer la réalité des tiers-mondes, c'est les théories marxistes, avec Raoul Prebisch, avec Aguirre Emmanuel, Samir Amin, avec d'autres en France. On a Suzanne de Brunoff, on a François Chesnay, Paul Boccara, on a Gérard Dostin de Bernis, celui qui est l'auteur de l'école de Grenoble, un professeur qui a fait la stratégie dans l'Algérie, les industries industrialisantes en Algérie. En Algérie, c'est lui qui est derrière cette stratégie d'industrie industrialisante de Stan de Bernis. Et voilà, donc on a la domination du paradigme socialiste pour expliquer la réalité du tiers-monde marxiste, mais il y a d'autres. Rostov, c'est un libéral. Il va tenter d'expliquer donc que les pays sous-développés, le sous-développement n'est qu'un stade par lequel tout le monde doit passer. Ça veut dire que le stade du sous-développement a été connu par les États-Unis, mais cette thèse du retard de Rostov a été critiquée par les auteurs marxistes et même d'autres écoles non marxistes. Ils critiquent pour dire que la réalité de ces pays n'a été connue par aucun autre pays dans l'histoire. Il n'est pas, donc cette réalité est le fait de ce choc entre les puissances économiques et les pays colonisés. En matière de désarticulation, en matière de problèmes agricoles, problèmes industriels, problèmes culturels, problèmes politiques. Voilà, donc, et ces pays vont, presque tous les pays, à des exceptions, à de rares exceptions, vont se regrouper, les pays qui étaient colonisés, les pays et d'autres qui n'ont pas connu la colonisation, et ils vont faire partie d'une organisation internationale. Cette organisation internationale qui est donc un organe intergouvernemental, donc qui sera intitulé par le Premier ministre indien Nehru, le mouvement des non-alignés, ou bien le mouvement des pays non-alignés. Doual Adam al-Hiyaz en arabe, c'est un mouvement donc dans une conférence de la Havane en 1979. Donc il est détaillé les objectifs de ce mouvement. Ce mouvement voulait donc la souveraineté, l'indépendance territoriale, la sécurité dans leur lutte face à l'impérialisme, au colonialisme, au néocolonialisme, la solidarité du tiers-monde. Donc il y avait il y avait une conférence où il y avait Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, où il y avait le président Sukarno de l'Indonésie, où il y avait le premier ministre indien Nehru, où il y avait aussi Tito, Yougoslavie, parce que l'Yougoslavie n'existe plus maintenant, depuis 1994, et s'est éclaté en plusieurs républiques. Il y avait ces hommes d'État qui vont donc cette conférence qui allait donc marquer, donc c'était une conférence en 1956, donc qui visait quand même à mettre en place un mouvement pour contrer la mainmise des deux blocs, le bloc soviétique et le bloc américain, et surtout ce mouvement visait à n'être ni contre ni avec ces puissances économiques mondiales, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par ces deux grands blocs politiques. C'est ça le mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, c'était donc il regroupe aujourd'hui presque de 193 États membres, et son siège il est en Zambie, à Lusaka. Et on a les pays du tiers-monde pour défendre leur cause. Les pays du tiers-monde pour défendre leur cause, donc
il a été créé en 1964 la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. La CNUSED, c'est ça l'abréviation. La CNUSED, le premier président de cette CNUSED, c'est un économiste argentin, Raoul Prebisch, et c'est lui donc qui allait montrer, indiquer la principale revendication, c'est mettre en place des équilibres commerciaux équilibrés, de bien défendre la place des pays du Sud dans le commerce mondial, dans l'économie. Ils doivent avoir une place, ils doivent être bien placés en matière de relations économiques internationales, en matière d'accès au marché des pays développés, en matière des termes de l'échange, parce que pour des auteurs et même pour les concernés de ces États, les pays du Sud, c'est-à-dire qu'ils sont défavorisés sur le plan des termes de l'échange, c'est-à-dire qu'ils exportent des produits bruts agricoles et miniers à des prix faibles, et ils importent des produits industrialisés à haute valeur technologique à des prix élevés, ce qui fait qu'ils sont défavorisés sur le plan des termes de l'échange, c'est-à-dire que leur balance commerciale, leur balance des paiements seront déficitaires. Il y aura une sortie de devises vers l'extérieur. Donc, c'est pourquoi ils vont demander dans le cadre de cette CNUSED à ce qu'il y ait un équilibre, à ce que les produits de ces pays doivent être bien rémunérés, c'est-à-dire pour avoir des ressources et fonder leur développement. C'est ça, et non pas être exploités en matière des échanges internationaux par les puissances, les deux grandes puissances mondiales. Voilà, donc vous avez donc il y a des théories, il y a la théorie de l'économie de développement, c'est très important, qui s'intéresse au cas des pays du tiers-monde. Donc le tiers-mondisme, c'est vrai, c'est une idéologie, ce sont des attitudes politiques caractérisées par donc donc c'est aussi des attitudes politiques, parce que on avait dans des pays du tiers-monde des mouvements de libération nationale. Ça a été le cas au Maroc, le mouvement national, donc pour libérer le Maroc du protectorat français et même espagnol. Il y avait aussi des mouvements même révolutionnaires, des mouvements qui ont pris un caractère révolutionnaire pour chasser le colonisateur, et donc et aussi pour supprimer tout lien de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances, des anciennes métropoles. Donc, vous deviez faire attention aussi à l'économie de développement. C'est très important. Mais il y a d'autres. Donc, on a deux types d'auteurs contemporains. Il y a des auteurs hétérodoxes, c'est-à-dire des auteurs qui n'appartiennent à aucun courant fondateur, qui vont forger leur propre outil d'analyse, c'est-à-dire qui n'appartiennent ni au classique, ni au néoclassique, ni au marxiste, ni au keynésien. Ce sont des auteurs qui vont forger leur propre outil d'analyse, leur propre méthode. C'est comme Schumpeter, Galbraith, Orléans en France et d'autres, François Pirault. Il y a des auteurs hétérodoxes, orthodoxes. Ce sont les auteurs qui vont continuer de s'inspirer, qui vont continuer de prolonger les travaux des courants traditionnels, même après la mort de leurs fondateurs. Par exemple, les néoclassiques, on aura d'autres néoclassiques, même après les fondateurs, les post-keynésiens, et d'autres qui vont continuer les travaux des classiques. J'ai donné l'exemple de Piero Sraffa, et même les nouveaux classiques. Il y a ceux qui vont continuer donc de s'inspirer de Karl Marx. J'ai donné l'exemple de ceux qui travaillent sur le tiers-monde, mais il y a d'autres qui travaillent sur le rôle de l'État, l'approche marxiste. Suzanne de Brunoff en France, qui est décédée, il a un ouvrage État et capital, ou bien un autre ouvrage politique économique. Il y a d'autres, Christian Palois. Donc il y a aussi la théorie des choix publics, qui est une théorie néoclassique, mais qui est spécifique. Il faut, avec James Buchanan, prix Nobel de 1986, donc qui vraiment, il faut s'intéresser à l'école des choix publics. Il faut faire attention aussi, elle est très très importante, cette école,
qui considèrent donc que aller voter ou bien aller acheter un produit, c'est la même chose. L'individu cherche à maximiser sa satisfaction. Même dans l'isoloir. Vous savez, l'isoloir, c'est quoi? Lorsque vous allez voter, vous allez entrer dans je sais pas, dans un isoloir pour donc être dans le secret et mettre votre bulletin de vote dans l'enveloppe. C'est ça. Pour Buchanan, même ce geste de voter, il n'est pas différent du geste d'aller acheter un produit dans un supermarché. Parce que lorsque vous allez voter pour Buchanan, c'est-à-dire vous pensez à votre intérêt. Est-ce que celui pour qui vous avez voté, est-ce qu'il va servir votre intérêt ou pas? Donc pour lui, la politique, c'est aussi du commerce. Donc partout, on est guidé par la poursuite de l'intérêt individuel. Voilà, donc je vous donne ça. On aura lundi à 14h, donc à 2h, à 14h, il y aura donc 2 heures minimum pour vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, ça sera une séance pour vos questions et vos préoccupations. Je vous remercie.